Bonjour à tous, merci d'être présents. On va commencer gentiment le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc on va vous rejouer finalement ce qu'on a présenté aux assises, donc c'était le 12 octobre, sur la sécurisation des données et surtout si on regarde d'un petit peu plus près, on va s'intéresser plutôt aux menaces qui viennent de l'intérieur. Donc je vais présenter très brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est Nomios. On va bientôt, on espère, avant la fin de l'année, être à une centaine de collaborateurs. En termes de chiffre d'affaires, sur 2007, on était à 43 millions avec encore une très belle croissance de plus de 20%. Ça fait à peu près 14 ans qu'on existe dans le monde de l'intégration avec près de 400 clients actifs. Donc notre cœur de métier, vous l'aurez compris, c'est l'intégration réseau et sécurité. Et autour de ça, on a développé différentes compétences, que ce soit sur l'audit et conseil plutôt en amont de projet, l'intégration évidemment, puis le support, la maintenance de ces solutions de sécurité, l'accompagnement longue durée, la formation et depuis près de 2 ans maintenant, le service manager. Notre agence, notre siège se situe à Boulogne-Billancourt et on a maillé le territoire, donc on a différentes agences sur l'île, Rennes, Lyon, Toulouse, Sofia et bientôt une qu'on devrait ouvrir sur Strasbourg. Voilà un petit peu pour qui nous sommes. Je vais passer plutôt à la présentation maintenant. Donc la transformation numérique, on ne passe pas une journée sans en entendre parler, que ce soit au bureau, dans les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mode de business a un petit peu évolué, on va dire en particulier sur l'e-commerce. Mais aussi au niveau de la croissance qu'on peut avoir sur l'ubérisation dans différents domaines. Donc on va essayer un petit peu de comprendre pourquoi. Donc c'est la petite infographie, c'est ce qui se passe en 1 minute sur le web. Donc c'est assez impressionnant. On est à plus de 4 millions de recherches Google, on est à plus de 200 appels Skype, plus de 500 000 tweets. Donc on voit bien qu'il y a une explosion au niveau du volume des données. Donc à partir de là, il y a forcément différents enjeux. Il y a évidemment le big data. Alors la première chose, c'est surtout sur la collecte de données. Et puis cette collecte de données ne suffit plus toute seule. Il va falloir commencer à la traiter. Et c'est là où l'intelligence artificielle finalement rentre en jeu. Ça va nous aider évidemment à prédire certains comportements en corrélant différentes sources d'informations et en favorisant la prise de décision autonome. Quelques exemples très rapides. Par exemple, dans un domaine qu'on connaît bien de l'hôtellerie, ça va aider finalement à avoir un meilleur taux de booking dans les hôtels en proposant des chambres libres des établissements, en ayant des offres promotionnelles justement très ciblées. On va avoir aussi dans la grande distribution, notamment dans les supermarchés, on va pouvoir proposer des produits vraiment personnalisés par rapport au comportement d'achat qu'on a pu observer. Donc en gros, ça va servir à augmenter, à booster le business des entreprises et on voit vraiment que la donnée brute est devenue finalement une vraie matière première. Ça va forcément avoir des incidences en termes d'infrastructure. On va devoir évidemment accueillir ce volume de données qui est de plus en plus important. Donc ça va avoir un premier impact, c'est sur les infrastructures. Elles n'avaient pas forcément été designées pour. Et aujourd'hui, on voit bien que le cloud est une des solutions, notamment pour pouvoir absorber ces différents volumes de données. Il va y avoir évidemment aussi des besoins de mobilité, d'accessibilité, où on va avoir besoin de se connecter depuis n'importe où, depuis n'importe quel device à l'application. Donc ensuite, forcément, le coût va devoir suivre finalement ces évolutions, notamment du cloud, avec une facturation plus à l'usage.
Et enfin, et surtout, un des points très très importants, ça va être la sécurité. Il faut évidemment la penser au début du projet. Pour pouvoir finalement aujourd'hui, le véritable enjeu, ça va être de sécuriser les environnements hybrides tout en gardant une politique de sécurité homogène, quel que soit où se trouve la donnée, que ce soit on-premise, sur des clouds publics, clouds privés. Donc ça va être vraiment ça l'important. Donc les données dans tout ça, évidemment, parce que c'est un petit peu notre sujet, j'ai repris quelques informations du rapport Verizon 2018 qui me semblaient assez intéressantes. On voit que, évidemment, 75% des compromissions sont motivées par pas du gain. Bon, ça, on le sait tous, c'est pas une surprise. Ce qui est important aussi, c'est que 68% des menaces ne sont détectées que plusieurs mois après l'attaque débutée. C'est-à-dire que, même pour être plus précis, en Europe, on est sur une moyenne de 110 jours pour détecter une menace. Donc c'est un laps de temps qui est quand même considérable, elle est même plus importante si on regarde ces moyennes mondiales. Une deuxième chose qui m'a semblé aussi intéressante, c'était que 1/5 des compromissions proviennent d'erreurs humaines. Alors ça peut être tout simplement des problèmes de configuration, sécurité, ou bien tout simplement un envoi de mail à une mauvaise personne avec différentes données qui n'auraient pas dû être diffusées. Et puis, une dernière chose, et c'est un petit peu là-dessus qu'on a basé notre présentation, c'est que 30% des menaces proviennent de l'interne. Ce chiffre peut même être beaucoup plus important, il monte à presque 55% dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. On a beaucoup travaillé sur les aspects périmétriques depuis ces dernières années, et là, on commence un petit peu à voir les mœurs changer, d'autant plus qu'une menace est beaucoup plus difficile à identifier, notamment quand il s'agit d'abus de privilèges, par exemple, commis par un collaborateur. Pour lutter efficacement contre ces données, bon, il y a plusieurs évidemment choses qu'on verra et qu'on mettra en place. Mais voilà, tout simplement, quand un collaborateur, par exemple, est sur le départ, c'est un petit peu finalement le use case qu'on a choisi, il va potentiellement récupérer des données. Alors ça peut être pour des choses différentes, un gain financier, se venger de son patron qui lui a fait un mauvais coup, ou alors tout simplement pour favoriser son évolution professionnelle. Donc pour lutter contre ça, on va découper un petit peu en 3 thèmes, l'organisationnel. Donc là, on va travailler sur évidemment la cartographie des données. Alors on en a beaucoup entendu parler. L'idée, c'est qu'à l'instant T, on ait une cartographie exacte de où se trouvent les données, pas juste pour le 25 mai 2018, mais plutôt tout au long du cycle de vie de la donnée. On va travailler sur le registre des traitements, par exemple, sur les matrices de contrôle d'accès, pour savoir qui a accès à quoi, c'est assez important. Sur la partie plus RH, évidemment, il y a le contrat, le contrat de travail qui nous lie avec un accord de confidentialité, mais aussi on va travailler beaucoup sur la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Côté technique, alors là, la liste est évidemment non exhaustive. On va travailler évidemment sur la désactivation des comptes lors d'un départ. On va travailler sur la politique de mot de passe, que ce soit sur les comptes personnels ou les comptes partagés. On va travailler sur la partie évidemment sauvegarde de ces données, traçabilité des accès, et puis la visibilité sur les comportements, on va dire, anormaux. Donc, quand on parle vol de données, la première chose qui nous vient à l'idée, ça va être forcément le DLP. Donc, on va essayer de voir comment on peut mettre en place des solutions sans aller jusque-là et surtout avec, on va dire, peut-être une meilleure granularité et une facilité de déploiement. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Pour déployer du DLP, ce sont des solutions qui sont assez lourdes, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois pour le mettre en place, et c'est souvent des solutions monoconstructeurs. Donc, il faut forcément de déployer tous les composants de la solution, que ce soit sur la partie réseau, sur la partie endpoint, que ce soit sur le marquage et la classification des documents qui sont peut-être pas encore faits. Donc l'approche, c'est plutôt de réutiliser des briques qu'on a déjà, des briques existantes, que ce soit sur les différents supports, sur la partie NAS, sur la partie base de données, que ce soit on-prem ou SaaS. Ça va être évidemment, donc ça c'est la partie Imperva qu'on va vous présenter. Il va y avoir aussi la maîtrise de tout ce qui est finalement en Shadow IT, donc tout ce qu'on ne peut pas voir. Et puis, pour avoir vraiment une meilleure visibilité, on va travailler aussi autour de l'outil Splunk pour avoir vraiment l'ensemble des éléments et l'ensemble des informations à corréler. Si je parle un petit peu plus précisément des différentes solutions, on va avoir donc la partie Netscope qui va, elle, travailler sur la partie, donc comme je disais, Shadow IT. Donc là, on va avoir, ça va être notre unique point d'entrée finalement pour sécuriser, que ce soit les applications SaaS, IaaS et Web. Ce qui est intéressant dans ce produit, il va travailler sur 4 piliers, on va dire, l'analyse, la politique de sécurité, tout ce qui est protection des données et la partie anti-malware. Donc, c'est vraiment la solution qu'on trouve intéressante pour avoir un des meilleurs contrôles granulaires pour justement protéger n'importe quel utilisateur depuis n'importe quel périphérique et n'importe où il se trouve, que ça soit chez lui, en remote ou au bureau. On a également la partie Imperva, donc là, ce qui est sur la partie, on a un petit peu mis un focus sur la partie SecureSphere, donc qui est sur la protection des fichiers et la protection de la base de données. On va travailler donc au niveau du déploiement donc avec des agents qui vont remonter finalement les différentes informations à la partie gateway et puis la console de management qui va permettre de configurer, monitorer et faire le reporting. Comparé à d'autres solutions qui peuvent être existantes sur le marché, qui se positionnent peut-être plus sur la partie audit d'accès, on aime bien cette solution parce qu'on n'a pas besoin d'expertise forcément système, Windows, SQL ou autre pour déployer ce type de solution. Et puis, pour finir, on a la partie Splunk, donc, comme je disais, pour collecter et corréler les différents événements de sécurité. On l'a intégré finalement ici pour avoir toutes ces informations sur le même dashboard et pour pouvoir détecter plus facilement les anomalies. On peut également utiliser cette solution donc sur la partie infra et sécurité, mais également côté métier et business pour récupérer des métriques de l'entreprise. Je vais passer la main à Arnold qui va vous expliquer un petit peu le scénario et qui va vous faire la démonstration du coup avec ces 3 composants. Merci Charlène. Donc avant de passer à la démonstration en elle-même, je vais tout d'abord vous exposer un petit peu le contexte, puisque c'est également un élément essentiel quand on fait la sécurité. Donc notre use case se base sur l'histoire d'un homme, Monsieur Lupin, Arsène son prénom. Monsieur Lupin est en fait un chercheur au sein du département R&D de la toute-puissante société Worldwide Company qui officie dans le domaine de l'agroalimentaire. Et le dernier projet d'importance pour Monsieur Lupin est la conception d'un fromage vegan, donc un produit révolutionnaire si l'on est. Le produit, une fois sorti et une fois mis en vente, va rencontrer un succès tel qu'il va dépasser toutes les espérances et rendre notre chercheur fou de joie.
est tellement sûr de lui et de ses capacités qu'il va en fait se décider à monter en fin de compte sa propre société de fromage vegan. Mais ce que n'avait pas anticipé Monsieur Lupin, c'était en fait un certain nombre de challenges. Parmi eux se trouve bien tout simplement la base client, la base fournisseur, les ingrédients et tout simplement la recette du fromage vegan, qui sont en fait, tous ces documents font partie des documents, bien, on va dire, sensibles de la compagnie. Ce que va donc décider très simplement Monsieur Lupin, c'est à l'aide de son laptop et d'une clé USB, de récupérer ces différents fichiers pour monter sa propre société de fromage vegan. Un petit peu plus sérieusement, donc comment va procéder Monsieur Lupin pour cela? Eh bien, à l'aide de son ordinateur portable et de sa clé USB que nous voyons à gauche, il va d'une part se connecter sur le système d'information interne de la Worldwide Company, donc composé d'un serveur de fichiers classique, un NAS CIFS, d'une part, et d'autre part d'une base de données, avec un frontal web qui permet d'y accéder, en tout cas pour M. Lupin. Et en deuxième partie, M. Lupin aura accès à Internet et notamment possède un compte Google qui permettra de, en fin de compte, stocker les différentes informations qu'il a récupérées, en plus de sa clé USB. Donc voilà pour le contexte. Je vous propose maintenant de passer la démonstration que nous avons fait sous forme de vidéo. Donc cette vidéo va se composer de différentes parties, différents actes. Le premier étant la copie de fichiers depuis le NAS de l'entreprise vers la clé USB de M. Lupin. Donc là, comment va procéder notre pirate en herbe? Il va se connecter sur son laptop avec son compte classique Active Directory, se connecter sur le NAS d'entreprise, il va vérifier un certain nombre d'informations. Typiquement, il va vérifier que les données qu'il cherche, qui sont sensibles, sont bien présentes. Donc à savoir les données sur les clients, les données internes et les données sur les fournisseurs, les partenaires, avec la liste des ingrédients par exemple. Sûr de ces informations-là, il va ouvrir sa clé USB personnelle, qui est vide pour le moment, et tout simplement copier les données vers la clé USB. Donc, je vous rassure, le challenge technique n'est pas ici, puisque la copie va très bien se passer. Donc, c'est ce que nous allons voir de suite. Voilà. Une fois donc les données copiées sur la clé, M. Lupin est donc content de son méfait. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le point de vue d'un administrateur sécurité de la Worldwide Company, qui a mis en place la solution Imperva dont Sharon nous parlait tout à l'heure. Donc cette solution Imperva va nous permettre un certain nombre d'actions sur la partie base de données et système de fichiers. Donc on va pouvoir de découvrir, de créer ses propres politiques de sécurité et d'avoir une visu sur les aires de sécurité qui sont apparues dans la dernière heure. Donc c'est un peu ce que nous voyons ici. Mais ce qui va nous concerner dans le cadre de cet exemple, c'est la partie audit. Donc audit d'accès sur la partie fichier, puisque je rappelle, M. Lupin a récupéré ses fichiers depuis un serveur NAS tout à fait standard. Donc ici, nous voyons avec des dashboards, en fait, des graphes, les différentes actions qui ont eu lieu sur le système d'information. Et dans les détails, en cliquant sur les détails, nous voyons tous les accès donc, qui ont lieu depuis les employés de la Worldwide Company. Donc on voit Albert, on voit Bart, mais on voit surtout M. Lupin qui était connecté. Et si nous zoomons, en fait, nous pouvons voir que M. Lupin a récupéré un certain nombre d'informations sur le NAS et en voyant les différents types d'opérations qui ont été effectuées. Donc là, nous sommes passés sur la partie policies, qui en fait correspond à la politique qui a été mise en place pour détecter ces événements. Et nous voyons donc une politique qui a été mise en place pour détecter tout événement type copie, création, dépassement de fichiers fait par le protocole CIFS. Donc ce qui nous concerne dans notre cas. Données maths. Donc cette fois-ci, M. Lupin va toujours copier les données depuis le NAS, mais cette fois-ci vers un stockage vers son compte Google, puisqu'il est un petit peu paranoïaque, notre ami. Donc en plus de sa clé USB, il va utiliser son compte Google, sur lequel il se connecte ici, avec un compte personnel, tout à fait, encore une fois. Donc le compte qui est vide pour le moment.
Et là encore, tout sera tout à fait très rapidement et très simplement, il va drag and dropper en fin de compte les différents fichiers, dossiers vers son compte Google. Donc il vérifie rapidement que l'ensemble des fichiers est présent, il se déconnecte en espérant ne pas avoir été pris ni vu. Nous retournons d'un point de vue administrateur sécurité. Donc cette fois-ci, l'administrateur va utiliser la solution Netscope, dont on va parler tout à l'heure, avec un rapide dashboard sur les derniers événements. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie visibilité, donc ce qu'il appelle Scope IT dans le langage Netscope, et en particulier la partie Application Event. Donc à partir de là, comme vous vous en doutez, nous verrons les différentes actions et événements qui ont été remontés par Netscope, en particulier donc les uploads de fichiers, puisque c'est à ça que ça correspond, les uploads de fichiers qui ont été vus par Netscope. Donc nous voyons différents fichiers, donc PDF ici. Et si nous regardons en détail l'événement qui est souligné ici, voilà, nous voulions en fait mettre en évidence. Bon, bien sûr, nous avons des informations détaillées sur l'adresse IP, la localisation de la personne, mais surtout les informations sur le poste de travail qui a été utilisé, sur le compte qui est utilisé d'un point de vue Google, mais également sur le compte utilisé sur le poste de travail. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une visibilité assez complète de l'événement. Et bien sûr, nous retrouvons le fichier, type de fichier et l'URL en fin de compte qui a été utilisé pour l'upload. Un petit peu comme tout à l'heure, pour Imperva, nous vous montrons la politique de sécurité qui a été mise en place. Ici encore une politique relativement simple, dans le sens à ce qu'il faut qu'elle soit... Il fallait qu'elle permette de monitorer un certain nombre d'événements de l'entreprise. Donc, voilà. Donc ici, nous voyons que la politique de sécurité, qui est encore une fois assez générale, va concerner tous les utilisateurs de l'entreprise qui va donc récupérer, matcher tous les événements vers des sites web de type webmail et cloud storage, ce qui nous concerne ici, puisqu'on est sur Google. Troisième acte. Donc cette fois-ci, Monsieur Lepin va être un petit peu plus malveillant, puisque cette fois-ci, il se connecte sur le NAS, mais il va tout simplement choisir de supprimer les données qu'il a copiées. Donc en plus de récupérer les données de l'entreprise, il va donner du plomb dans l'aile en fait de la Brava Company. En tout cas, essayer de lui donner du plomb dans l'aile. Et ce que nous voulions vous montrer, c'est qu'un point de vue Imperva, ce type d'information peut être tout à fait visualisé, en tout cas détecté, et sera visualisable depuis le même écran que tout à l'heure, à savoir partie audit. Et cette fois-ci, nous entrons nos fichiers comme tout à l'heure, mais dans la partie opération, nous voyons des opérations type delete et non pas copie comme tout à l'heure. Donc voilà, là nous avons montré un certain nombre d'opérations qui ont lieu de manière unitaire. Ce qu'on propose maintenant, c'est de voir un petit peu ce qu'une corrélation des événements en quoi elle peut nous aider. Donc pour cela, nous sommes basés sur la solution Splunk et en particulier sur son application Alert Manager qui est dédiée sur l'alerting sécurité. Donc l'alerte qui a été configurée ici sur Splunk, c'est-à-dire on a dit à Splunk en fait de remonter une alerte lorsque plus de 20 fichiers sont copiés sur une période de temps de 5 minutes. Bien sûr, les seuils sont totalement configurables, ce sont des valeurs arbitraires ici. Donc, en cliquant dessus, nous arrivons sur un dashboard de sécurité où nous voyons d'une part le nombre de fichiers copiés depuis le NAS, puis copiés sur la clé USB, puis copiés sur le cloud. Bien sûr, c'est le même nombre de fichiers puisque M. Lepin n'a fait que ce type d'opération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi la timeline des différentes opérations, des différents événements. Nous voyons bien que les événements Imperva, donc côté serveur de fichiers, ont bien eu lieu avant l'USB, qui eux-mêmes ont eu lieu avant les événements Netscope, c'est-à-dire qui correspondent à la copie sur le Google Drive. Pour le détail, donc nous retrouvons ce que nous voyons tout à l'heure sur Imperva, à savoir donc le nom du fichier et le type d'opération qui a été réalisé. En dessous, nous pouvons le mettre en comparaison par rapport à ce qui a été vu sur la partie USB. Donc là, nous sommes concentrés sur le même nom de fichier, à savoir partenaire.g.pdf. Et enfin, les fichiers copiés dans le cloud et où nous y venir. L'idée, c'est de mettre en opposition ces différents types d'événements et nous voyons bien que ce fichier, en fin de compte, dans quel sens il a voyagé
dans le système d'information de la boîte compagnie. Acte 5, donc cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la partie base de données. Donc, là encore, M. Lupin va utiliser son compte Google personnel, donc il se connecte de nouveau dessus. Mais, contrairement à tout à l'heure, il ne va pas se contenter de copier des fichiers, il va tout d'abord créer un Google Doc, en tout cas l'équivalent Word chez Google, pardon. Il va le renommer, afin de s'y retrouver plus facilement. Et en fait, l'idée pour lui est ensuite de se connecter sur l'intranet de la société, donc sur lequel il peut se connecter automatiquement du fait qu'il est dans le domaine, et de là donc accéder à la base des clients de la société. Et donc M. Lupin va tout simplement copier les noms des clients qui lui semblent les plus pertinents, en tout cas pour son business futur. Voilà, on a le nom de 3 clients. Alors c'est une opération assez manuelle, mais bon, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire de manière un peu plus automatisée. Donc voilà, il va prendre les coordonnées, donc adresse, numéro de téléphone, adresse mail des différentes personnes. Et va tout simplement se déconnecter des différentes instances qu'il a ouvertes. Donc sur la partie Google, il va bien vérifier que le fichier est présent. Et il va se déconnecter de son compte. Donc maintenant, nous allons retourner sur Hyperbar, mais cette fois-ci, bon, pour commencer à connaître un peu l'interface de la solution, cette fois-ci, nous allons non pas voir la partie fichier, mais la partie, voilà, database audit. Et l'idée, cette fois, est de voir l'ensemble des requêtes SQL, puisqu'on a fait une base SQL en back-end, qui ont été menées par l'ensemble de la société, mais en particulier les requêtes qui ont été initiées par M. Lupin via le front-end web que nous avons vu. Donc, nous voyons bien que côté requête SQL, nous avons les noms, prénoms, téléphone et adresse qui sont bien remontés pour différents ID, donc différents clients de la société. Et là aussi, nous allons voir la politique de sécurité qui a consisté en fait à détecter, à loguer toutes les requêtes de type select, donc c'est-à-dire collecte d'informations, delete ou update. Là encore, donc, M. Lupin a utilisé son compte Google, même un Google Doc pour récupérer ces informations. Et bien, c'est également quelque chose que nous pouvons voir sur la partie Netscope. Donc, je rappelle qu'il y a la solution de CASB, donc Cloud Access Security Broker, qui permet de monitorer ce type de comportement. Et dans lequel, voilà, si nous faisons un focus sur cet événement, dans lequel nous voyons bien le nom du fichier donc, qui a été renommé par M. Lupin. Là encore, nous voyons les différents identifiants de la personne. Plus, voilà, encore une fois, l'URL, l'URI qui a été utilisé pour copier le fichier et le type d'opération qui a été réalisé. Donc, dernier acte, là encore, nous avons vu donc, des événements côté utilisateur. Qu'est-ce qui peut se passer côté opérateur de sécurité? Donc, là encore, une alerte est remontée sur l'application Alert Manager. Une alerte différente, cette fois-ci, dans le sens où on parle de données stockées en base. Et là, l'idée, donc les seuils ont été définis de sorte à remonter une alerte dès que plus de 2 requêtes sont effectuées en une minute. Donc ici, nous voyons le nombre de requêtes qui sont liées à l'alerte en question, donc, qui ne sont pas externes à ce qui nous concerne. Nous voyons le détail des requêtes dans le temps, avec la possibilité de zoomer, voilà, pour faciliter la vie de l'opérateur. Donc voilà, on peut voir bien le type de requête qui a été effectué, un peu comme tout à l'heure côté Imperva. Nous pouvons avoir une fresque chronologique un peu plus globale, dans le sens où, en fin de compte, en vert, nous retrouvons les événements remontés par Netscope. Mais voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir que les événements sont issus
de logs qu'on en Imperva, donc venant de la partie base de données. Ensuite, nous retrouvons le détail des requêtes, encore une fois pour donner quelques informations détaillées à l'opérateur et se faire une idée du type d'opération qui a été réalisée. Donc ici, nous voyons que ce sont des requêtes légitimes, ce ne sont pas des requêtes type injection SQL. Et encore une fois, pour donner un peu plus de contexte à l'opérateur, nous lui donnons les autres requêtes qui ont été effectuées sur la même période de temps. Donc ici, nous voyons une requête qui a été effectuée pour accéder à la page d'accueil en fait, du site. Côté CASB, donc Netscope, nous retrouvons les différents événements qui commencent par la création du fichier doc, Word, la visualisation par M. Lupin, son édition avec le nom qui a changé, et enfin, dernière opération, une édition avec les données qui ont été copiées. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour la démonstration. Je retourne rapidement sur les slides pour la synthèse. Donc, en ce qui nous concerne, cette approche que nous proposons ici est une approche qui nous paraît intéressante pour plusieurs aspects. D'une part, c'est une approche qui est indépendante d'un point de vue technologique. Ici, nous parlons d'Imperva, Netscope, Splunk. Nous pouvons imaginer de positionner d'autres technologies, d'autres éditeurs à ce niveau-là. Donc, il y a un petit différenciant par rapport à une approche DLP qui peut être un peu monolithique. Cette approche a l'avantage de valoriser en fait les connaissances et technologies que vous avez déjà acquises, que typiquement dans mon système d'information, vous pouvez avoir déjà des solutions qui vont loguer les accès vers Internet, vers vos systèmes de fichiers, vos bases de données. Donc ce sont des choses que nous pouvons valoriser, donc sans avoir à les changer, et tout en conservant en fin de compte les compétences de vos administrateurs. Une solution évolutive, puisque ici nous parlons log de fichiers, log de base de données, CASB. Maintenant, nous pouvons imaginer d'intégrer des logs de type proxy, par exemple, ou War Firewall, s'ils ont des compétences, des capacités niveau 7. Alors, je ne sais pas s'il y a des amis acheteurs dans l'assemblée, on écoute, mais en tout cas, du fait de ses capacités d'évolution, cette approche permet un meilleur retour sur investissement, puisqu'encore une fois, elle permet de valoriser l'existant. Donc, cette approche technique nous paraît essentielle, mais elle n'est pas suffisante, puisque la protection des données est en fin de compte un sujet global à une entreprise. Ce que nous pensons, c'est que la partie technique est et doit être une pierre angulaire, dans le sens où doit permettre de faciliter les échanges et les indicateurs et le reporting entre les différentes parties prenantes de ces sujets-là. Donc ces sujets qui concernent à la fois le PDG de l'entreprise, mais également les différents responsables du traitement des données. Et enfin, qui sont les rôles de OPD, donc qui est un rôle dont on parle beaucoup avec la RGPD. Et tout cela doit être piloté par le RSSI, en tout cas un responsable de sécurité qui saura mettre en place savoir quelles sont les solutions techniques à mettre en œuvre pour répondre aux différents besoins. Écoutez, nous en avons fini pour la présentation en tant que telle. Je vous remercie pour votre écoute et puis Charline et moi restons à votre écoute pour d'autres questions. Alors Arnold, on a eu une question sur le mode d'implémentation à la fois d'Imperva et de Netscope. La question étant, est-ce que c'est forcément en coupure et est-ce que ça peut devenir un SPOF pour l'entreprise? Alors, dans le déploiement que nous avons adopté ici et qui est un déploiement conseillé par Imperva, nous avons en fait utilisé des agents qui sont installés en fin de compte sur les serveurs qui nous concernent. D'un côté, la partie serveur de fichiers et d'un côté, la partie base de données. Donc, ce n'est pas un SPOF en tant que tel, puisque si l'agent devait ne pas démarrer pour X raison, la production continue à tourner. Et ce qui se passe, c'est que l'agent va remonter des informations auprès d'appliances Imperva, donc qui vont permettre le reporting et la configuration des politiques. Même dans ce cas-là, même si nous conseillons de redonder la partie management pour des questions de disponibilité, mais pour l'administrateur, ça n'impacte pas la disponibilité du service lui-même. Ensuite, pour Netscope, là aussi, nous avons utilisé un agent. Donc, c'est un agent qui est positionné ici sur le poste de travail de l'utilisateur. Donc, ça, c'est un type de déploiement que nous rencontrons
rencontrons aujourd'hui dans les projets que nous faisons sur Netscope. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Netscope peut proposer des déploiements différents, typiquement en enseignant un HQDN ou une IP, on va dire, dans un fichier PAC. Et donc, auquel cas, la disponibilité est basée sur celle du cloud Netscope, en fin de compte. Et la deuxième question à propos de deux d'ailleurs, mais surtout d'Imperva, je pense. Est-ce que c'est une solution de détection ou de prévention? Parce qu'on a essentiellement vu que la partie détection. Alors c'est une solution de détection et de prévention, dans le sens où on peut bloquer des choses. Ici, nous avons fait le choix de seulement détecter parce qu'il nous semble un petit peu compliqué de définir des seuils tellement précis qu'on peut se permettre de bloquer une production. C'est-à-dire que là, l'idée que nous, notre démarche, c'est tout d'abord de définir les politiques, de définir des seuils, on va dire, temporaires, définir ensuite une période d'écoute, regarder les différents événements, voir s'il y a peut-être des faux positifs, voilà, et ensuite fixer des seuils peut-être plus précis avant de passer en bloquant. Maintenant, la sécurité, nous pensons qu'elle n'est pas juste, qu'elle ne doit pas juste être préventive, puisque si on ne fait que ça, on peut passer à côté de certains autres événements. C'est un petit peu comme aujourd'hui, si je fais le parallèle avec les règles de firewall, pendant longtemps, seulement les règles bloquantes étaient loguées. De plus en plus, nos clients se rendent compte qu'il faut aussi loguer les règles qui autorisent le flux, typiquement parce qu'elles peuvent apporter des éléments d'information complémentaires en cas d'incident de sécurité. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous avons fait les politiques que nous avons montrées ici. Maintenant, tout à fait, Imperva et Netscope peuvent être des solutions préventives. Merci Arnold.